Le 23 juin 1894, dans les appartements royaux de Richmond Lodge, naît Edward Albert Christian George Andrew Patrick David. Ce garçon, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, deviendra le souverain le plus controversé de l'histoire britannique moderne. Son arrière-grand-mère Victoria règne encore sur un empire où le soleil ne se couche jamais. Personne ne soupçonne que ce bébé royal détruira un jour 1000 ans de tradition monarchique pour une femme. Edward grandit dans un univers de protocoles rigides sous l'autorité de son père, le futur George V, homme strict et conservateur. L'enfant apprend le français, l'allemand, l'histoire britannique et les subtilités de la diplomatie. Il maîtrise l'équitation, l'escrime et l'art de la conversation mondaine. Tout le prépare à devenir un roi traditionnel, respectueux des conventions séculaires, mais Édouard déteste cette existence formatée. Il trouve les cérémonies royales ennuyeuses, les courtisans hypocrites et les obligations dynastiques oppressantes. Dès l'adolescence, il manifeste un caractère rebelle qui inquiète ses parents. Il préfère la compagnie des domestiques à celle des nobles, pose des questions impertinentes aux dignitaires étrangers et refuse de porter certains uniformes d'apparat. La Première Guerre mondiale révèle sa vraie personnalité. Malgré l'opposition acharnée de ses parents qui redoutent pour sa sécurité, Édouard insiste pour rejoindre le front français. Commissionné lieutenant dans les Grenadier Guards, il découvre l'horreur des tranchées, la réalité de la mort et l'absurdité de la guerre moderne. Cette expérience le transforme profondément. Il revient du front avec une vision révolutionnaire de la monarchie. Édouard veut moderniser l'institution, la rapprocher du peuple, abolir certains protocoles archaïques. Ses tournées dans l'Empire britannique deviennent triomphales. Il serre des mains qu'un prince ne devrait pas serrer, visite des usines, discute avec des ouvriers. Sa popularité explose, mais sa famille s'inquiète de ses méthodes peu orthodoxes. Parallèlement, Édouard développe une vie sentimentale qui scandalise la cour. Il refuse catégoriquement d'épouser une princesse européenne selon la tradition. À la place, il enchaîne les liaisons avec des femmes mariées, toutes plus âgées que lui et issues de la haute bourgeoisie. Lady Rosemary Leveson Gower d'abord, puis Freda Dudley Ward, qui devient sa maîtresse officielle pendant 15 longues années. Ces relations bouleversent l'étiquette royale. Édouard emmène ouvertement ses maîtresses aux réceptions officielles, les installe dans des loges royales à l'opéra, leur offre des bijoux somptueux. Ses parents, horrifiés, multiplient les remontrances. Ils organisent même des voyages forcés pour l'éloigner de Londres et de ses mauvaises fréquentations. Rien n'y fait. En 1930, à 36 ans, Édouard reste célibataire et donne l'impression de ne jamais vouloir se marier. Cette situation préoccupe gravement le gouvernement britannique. L'héritier du trône doit assurer la succession dynastique. Ses aventures avec des femmes mariées ternissent l'image de la monarchie. Certains ministres commencent à s'interroger sur son aptitude à régner. À 3000 km de Londres, dans la bourgeoisie de Baltimore, grandit celle qui va provoquer la plus grande crise constitutionnelle de l'histoire britannique moderne. Wallis Warfield voit le jour le 19 juin 1896 dans des circonstances déjà sulfureuses. Ses parents, Alice Montague et Tickle Wallis Warfield, se marient précipitamment pour éviter le scandale d'une naissance illégitime. Le père de Wallis, rongé par la tuberculose, meurt quand elle n'a que 4 mois. Sa mère, veuve et sans ressources, dépend entièrement de la charité familiale. C'est l'oncle Sol, Solomon Davis Warfield, qui sauve la situation. Cet homme d'affaires impitoyable, célibataire endurci, dirige un empire commercial incluant les chemins de fer, les postes et plusieurs manufactures. Sa fortune s'élève à 3 millions de dollars, somme colossale pour l'époque. Solomon accepte de financer l'éducation de sa nièce à une condition, qu'elle épouse un homme riche et respectable. Cette épée de Damoclès financière forge chez Wallis une détermination féroce et une obsession permanente pour la sécurité matérielle. Elle comprend très tôt que sa beauté et son intelligence constituent ses seules armes pour échapper à la pauvreté. L'Oldfield School, établissement le plus cher de l'État du Maryland, transforme cet enfant de la classe moyenne
en parfaite dame de la société. Wallis y excelle dans toutes les matières, apprend le français et l'allemand, mais surtout développe un charme redoutable et une capacité de manipulation qui impressionne ses professeurs. Ses camarades la décrivent comme brillante, spirituelle, mais aussi impitoyablement calculatrice. À sa sortie en 1914, Wallis a un objectif unique, dénicher un mari fortuné. Sa tante Lélia l'introduit dans les salons de Washington et Baltimore. La jeune femme multiplie les conquêtes, collectionne les soupirants, mais refuse plusieurs demandes en mariage qui ne correspondent pas à ses ambitions financières. Elle attend le candidat idéal. En avril 1916, lors d'un séjour chez des cousins en Floride, elle rencontre Earl Winfield Spencer Jr. Cet officier de marine, pionnier de l'aéronavale américaine, semble parfait. Il est séduisant, décoré, promis selon toute apparence à une carrière brillante. Wallis l'épouse le 8 novembre 1916, convaincu d'avoir trouvé la sécurité tant recherchée. Le mariage tourne rapidement au cauchemar. Spencer se révèle alcoolique violent et coureur invétéré. Pire encore, quand il est muté en Extrême-Orient, Wallis découvre qu'il travaille aussi comme agent secret et entretient de nombreuses maîtresses chinoises. Loin de se résigner, elle décide de prendre sa revanche. Pendant leur séjour, à Hong Kong et Pékin, Wallis mène une vie dissolue qui fait scandale dans la communauté occidentale. Elle multiplie les aventures, fréquente des établissements louches et, selon certains témoignages jamais confirmés, apprend des techniques de massage érotique auprès de professionnels locaux. Ces rumeurs la poursuivront toute sa vie. Le couple divorce en 1927 dans un climat de scandale absolu. Wallis, désormais marqué par l'échec de son premier mariage, développe une méfiance profonde envers les hommes et une détermination encore plus forte à contrôler sa destinée. Elle refuse catégoriquement de retourner vivre chez sa mère à Baltimore et cherche activement un nouveau protecteur. Le salut arrive sous la forme d'Ernest Simpson, courtier maritime britannique-américain rencontré à New York. Cet homme de 31 ans dirige l'entreprise familiale Simpson, Spence & Young, spécialisée dans le transport maritime international. Il possède la double nationalité, parle parfaitement français et allemand, évolue dans les milieux d'affaires londoniens. Pour Wallis, il représente l'opportunité rêvée. Ernest Simpson n'est pas particulièrement séduisant, mais il offre la respectabilité et la sécurité financière. Wallis calcule froidement les avantages de cette union. Épouser Simpson lui donnerait accès à la haute société londonienne, infiniment plus prestigieuse que les cercles américains. Elle pourrait enfin réaliser ses ambitions mondaines les plus folles. Le mariage a lieu le 21 juillet 1928 à Londres, dans la plus stricte intimité. Wallis s'installe immédiatement dans son nouveau rôle d'épouse de businessman prospère. Le couple emménage dans un élégant appartement de Bryanston Court, engage des domestiques et commence à recevoir régulièrement. Wallis révèle des talents exceptionnels de maîtresse de maison. Mais elle ne se contente pas de ce rôle traditionnel. Wallis étudie minutieusement la société londonienne, identifie les personnalités influentes, repère les opportunités d'ascension sociale. Elle comprend rapidement que la clé du succès réside dans les relations avec l'aristocratie et, si possible, avec la famille royale elle-même. Ernest Simpson, absorbé par ses affaires, laisse sa femme organiser leur vie sociale. Wallis en profite pour tisser méthodiquement un réseau de relations utiles. Elle cultive l'amitié de Lady Emerald Cunard, influente hostesse américaine, installée à Londres, fréquente les salons de Mayfair et multiplie les mondanités. La chance sourit aux audacieux. Par l'intermédiaire d'amis communs, les Simpson entrent dans l'orbite de Lady Thelma Furness, maîtresse en titre du prince de Galles depuis 1930. Cette mondaine américaine, mariée à un vicomte, britannique pour la respectabilité, organise de somptueux week-ends dans sa propriété de campagne. Elle y reçoit le gratin de l'aristocratie britannique et, bien sûr, son royal amant. Wallis comprend immédiatement l'opportunité extraordinaire qui s'offre à elle. Approcher le prince de Galles, futur roi d'Angleterre,
représente le summum de l'ascension sociale. Elle met au point une stratégie subtile pour se faire remarquer sans paraître trop empressée. Son plan va dépasser ses espérances les plus folles. Le 10 janvier 1931, par un froid week-end d'hiver, Lady Furness organise une partie de chasse dans sa propriété de Borough Court, près de Melton Mowbray, dans le Leicestershire. Edward, prince de Galles, accompagné de son frère George, figure sur la liste des invités prestigieux. Les Simpson sont également conviés, Ernest pour ses relations d'affaires et Wallis pour compléter l'assemblée féminine. Quand Wallis aperçoit pour la première fois le futur roi d'Angleterre, elle ressent un mélange de déception et d'intérêt. Edward a 36 ans, mesure à peine 1,70 m et souffre visiblement de complexes physiques. Ses cheveux blonds se raréfient, son visage juvénile contraste avec son âge. Mais ses yeux bleus pétillent d'intelligence et son charme naturel compense largement ses défauts physiques. La première conversation entre Wallis et Edward révèle immédiatement leurs personnalités antagonistes. Le prince, habitué aux courtisans serviles, tente de faire de l'humour en demandant à l'américaine si le chauffage central de son pays lui manque par ce temps glacial. Wallis lui répond du tac au tac qu'elle ne regrette pas ce grand bienfait que son pays a apporté au monde. Cette répartie cinglante produit un effet électrisant sur Edward. Pour la première fois de sa vie, une femme ne le flatte pas, ne se prosterne pas devant son rang, ne cherche pas à lui plaire à tout prix. Au contraire, Wallis le traite d'égal à égal, voire avec une pointe de condescendance qui l'intrigue et l'excite. Le reste du week-end confirme cette première impression. Wallis ne modifie pas son comportement en présence du prince. Elle participe aux conversations sans déférence particulière, critique ouvertement certains aspects de la société britannique, raconte des anecdotes sur l'Amérique avec un détachement amusé. Edward, fasciné par cette attitude inédite, passe de plus en plus de temps en sa compagnie. Ernest Simpson, loin d'être jaloux, encourage ces échanges. Il comprend l'intérêt commercial considérable de ses relations royales pour ses affaires. De plus, sa femme semble simplement faire preuve de l'esprit américain traditionnel, sans arrière-pensée romantique. Erreur fatale de jugement qui lui coûtera très cher. Les mois qui suivent voient naître une relation complexe et ambiguë. Edward invite régulièrement les Simpson à ses réceptions, mais s'intéresse apparemment davantage à Ernest qu'à Wallis. Les deux hommes discutent longuement d'affaires, de politique internationale, de voyages. Wallis reste souvent en retrait, observant, étudiant, préparant sa stratégie. Cette phase d'approche dure plus de 3 ans. Edward apprécie la compagnie du couple Simpson, mais considère Wallis comme une amie spirituelle, rien de plus. Elle-même ne semble pas particulièrement attirée par ce prince fragile et indécis. Tout change brutalement en février 1934. Lady Furness commet l'erreur de sa vie en février 1934. Elle décide de partir plusieurs semaines aux États-Unis pour régler des affaires familiales. Avant son départ, elle demande innocemment à Wallis de veiller sur le prince pendant son absence. Cette requête apparemment anodine déclenche la catastrophe. Wallis saisit immédiatement l'opportunité historique qui s'offre à elle. Sans la présence de sa maîtresse officielle, Edward se retrouve seul et vulnérable. Wallis met en œuvre tous ses talents de séductrice pour le conquérir définitivement. Elle abandonne sa retenue habituelle et déploie un charme dévastateur. La transformation est spectaculaire. Wallis écoute Edward avec une attention passionnée, le conseille sur ses problèmes personnels, le rassure sur ses angoisses concernant son futur rôle de roi. Plus troublant encore, elle n'hésite pas à critiquer certaines de ses décisions, chose qu'aucune femme n'a jamais osé faire auparavant. Cette résistance intellectuelle fascine Edward. Habitué aux femmes soumises qui approuvent tous ses caprices, il découvre avec Wallis une personnalité forte qui lui tient tête. Elle refuse de jouer le rôle de la maîtresse énamourée, préfère celui de la conseillère influente. Cette stratégie s'avère redoutablement efficace. Ernest Simpson facilite inconsciemment cette évolution. Il s'absente de plus en plus souvent pour ses affaires, laisse sa femme seule avec le prince, sans manifester la moindre inquiétude. Certains historiens y voient un calcul cynique. Les commandes royales font prospérer son entreprise.
D'autres pensent qu'il sous-estime complètement les capacités de séduction de Wallis. Quand Lady Furness revient d'Amérique en mars 1934, elle comprend immédiatement que tout a basculé. Un seul week-end à Fort Belvedere, lui, suffit pour constater l'évidence. Edward et Wallis affichent une complicité troublante, échangent des regards entendus, semblent partager des secrets intimes. La maîtresse officielle vient d'être supplantée. La confrontation entre les deux femmes reste dans les annales. Je me suis rendu compte que Wallis s'en était occupé excessivement bien, écrira plus tard Lady Furness. Le regard glacial et triomphant que lui lance Wallis achève de la convaincre. Elle vient de perdre le prince de Galles au profit d'une aventurière américaine infiniment plus redoutable qu'elle. Edward rompt brutalement avec Lady Furness sans même lui accorder une explication. Cette femme qui a partagé sa vie pendant 4 ans disparaît du jour au lendemain de son existence. Wallis Simpson devient officiellement la nouvelle maîtresse du futur roi d'Angleterre. Mais contrairement à ses prédécesseurs, elle ne se contente pas de ce rôle subalterne. L'été 1934 marque l'apogée de l'influence de Wallis sur Edward. Pendant qu'Ernest voyage aux États-Unis pour développer ses affaires, elle accompagne le prince dans ses vacances européennes. Ils visitent Biarritz, font une croisière le long des côtes espagnoles et portugaises, s'affichent ouvertement comme un couple devant les photographes internationaux. C'est lors de ce voyage que Wallis reçoit son premier cadeau princier, une breloque en émeraude et diamant pour son bracelet. Ce bijou somptueux symbolise sa nouvelle position. Elle n'est plus seulement une maîtresse parmi d'autres, mais la femme du prince de Galles. Cette distinction change radicalement la donne politique. Wallis s'installe progressivement dans la vie d'Edward avec une détermination méthodique. Elle réorganise ses appartements de York House et de Fort Belvedere, choisit ses vêtements, influence ses décisions politiques. Le prince, ravi de cette prise en charge, lui délègue de plus en plus de responsabilités dans sa vie privée et publique. Cette ingérence inquiète rapidement l'entourage royal. Les courtisans constatent avec effroi qu'une Américaine divorcée dicte sa conduite au futur roi d'Angleterre. Wallis assiste aux réunions importantes, lit la correspondance officielle, donne son avis sur les nominations. Son influence dépasse largement le cadre sentimental. George V et la reine Mary, parents d'Edward, tentent vainement d'intervenir. Ils convoquent leur fils pour des entretiens dramatiques, lui rappellent ses devoirs dynastiques, exigent qu'il rompe avec cette femme inappropriée. Edward refuse catégoriquement et menace même de renoncer à la succession si on l'oblige à abandonner Wallis. La situation devient encore plus explosive quand Wallis commence à recevoir des cadeaux somptueux. Edward lui offre des bijoux d'une valeur considérable, colliers de perles, bagues de diamants, bracelets d'émeraude. Ces présents, dignes d'une reine, signalent clairement ses intentions matrimoniales futures. Parallèlement, Ernest Simpson assiste à la désintégration de son mariage avec une résignation troublante. Sa femme ne cache plus sa liaison, rentre tard le soir, s'absente des journées entières. Leur relation conjugale cesse complètement. Ernest continue pourtant à faire bonne figure, espérant peut-être sauver les apparences et préserver ses intérêts commerciaux. Cette situation ubuesque dure près de 2 ans. Wallis mène une double vie, officiellement mariée à Ernest mais vivant pratiquement avec Edward. Elle organise des dîners où les 3 hommes, mari, amant et invités, coexistant dans une atmosphère surréaliste. Cette hypocrisie ne peut durer indéfiniment. En janvier 1936, la mort de George V précipite les événements. Edward monte sur le trône sous le nom d'Édouard VIII et dispose désormais du pouvoir royal absolu. Wallis comprend que l'heure de vérité approche. Elle doit choisir entre rester l'épouse d'un courtier maritime ou devenir la reine d'Angleterre. L'accession d'Édouard au trône le 20 janvier 1936 aurait dû marquer le début d'un règne traditionnel. À la place, elle déclenche immédiatement une série de scandales qui ébranlent la monarchie britannique.
Le premier geste du nouveau roi révèle ses véritables priorités et choque profondément l'establishment. Le 21 janvier, jour de la proclamation officielle de son couronnement, Édouard VIII brise délibérément le protocole millénaire. Au lieu d'assister à la cérémonie depuis le balcon officiel de St. James's Palace, il la regarde depuis une fenêtre privée, en compagnie de Wallis Simpson, toujours marié à Ernest. Cette transgression publique scandalise la cour et les hommes politiques. Ce geste n'est pas un accident, mais un message délibéré. Le nouveau roi signifie clairement à ses sujets que Wallis occupe désormais la première place dans sa vie, avant même les obligations royales. Cette hiérarchisation révolutionnaire des priorités inquiète gravement le gouvernement et l'Église d'Angleterre. Les semaines suivantes confirment les pires craintes de l'establishment. Édouard VIII néglige systématiquement ses obligations constitutionnelles. Il refuse de lire attentivement les documents officiels qu'on lui soumet, reporte les audiences importantes, annule des cérémonies traditionnelles. Son bureau croule sous les dossiers non traités. Plus grave encore, le roi commence à intervenir dans les affaires politiques. Lors d'une visite dans les mines en déclin du pays de Galles, il déclare publiquement que quelque chose doit être fait pour les mineurs au chômage. Cette critique, directe de la politique gouvernementale, constitue une violation flagrante de la neutralité constitutionnelle de la couronne. Stanley Baldwin, le premier ministre conservateur, convoque discrètement le roi pour lui rappeler les limites de son rôle. Édouard VIII l'écoute distraitement, promet de faire attention, puis récidive quelques semaines plus tard. Ses conseillers comprennent qu'il refuse fondamentalement d'accepter les contraintes du pouvoir royal. Parallèlement, l'influence de Wallis sur les décisions royales devient de plus en plus évidente. Elle assiste aux réunions importantes, participe aux discussions politiques, donne son avis sur les nominations. Les ministres deviennent réticents à envoyer des documents confidentiels à Fort Belvedere, craignant qu'une étrangère puisse avoir accès à des informations sensibles. L'été 1936 marque l'apogée du scandale. Édouard VIII et Wallis partent en croisière méditerranéenne à bord du yacht royal Nalin. Ils s'affichent ouvertement comme un couple marié, posent ensemble pour les photographes, visitent des sites historiques bras dessus, bras dessous. Ces images font le tour du monde et provoquent un tollé international. La presse européenne et américaine fait ses gros titres de cette romance royale. Les journaux publient des photos compromettantes, spéculent sur un futur mariage, analysent les implications politiques de cette liaison. Seule la presse britannique maintient un silence obstiné sur ordre du gouvernement, créant une situation surréaliste. Cette censure officielle divise profondément l'opinion publique britannique. Les citoyens qui voyagent à l'étranger ou lisent la presse étrangère connaissent la vérité sur leur roi. Les autres vivent dans l'ignorance totale de cette crise majeure. Cette hypocrisie ne peut durer indéfiniment sans provoquer une explosion sociale. En octobre 1936, Wallis Simpson franchit le point de non-retour. Elle entame officiellement une procédure de divorce contre Ernest devant le tribunal d'Ipswich. Cette démarche publique révèle au grand jour les intentions matrimoniales du roi. Plus aucun doute n'est possible. Édouard VIII veut épouser cette femme dès qu'elle sera libre. La procédure de divorce de Wallis Simpson déclenche immédiatement la plus grave crise constitutionnelle de l'histoire britannique moderne. Stanley Baldwin comprend qu'il doit agir rapidement pour sauver la monarchie et préserver la stabilité de l'Empire. Le 20 octobre 1936, il demande une audience privée urgente au roi. L'entretien qui se déroule à Fort Belvedere entre le Premier ministre conservateur et le souverain le plus rebelle de l'histoire britannique détermine l'avenir de la couronne. Baldwin, homme politique expérimenté et défenseur des valeurs traditionnelles, affronte un roi obsédé par sa maîtresse et prêt à tout sacrifier pour elle. Le Premier ministre expose brutalement la situation. Le peuple britannique n'acceptera jamais comme reine une femme ayant divorcé 2 fois et comptant 2 ex-maris encore vivants. L'Église d'Angleterre, dont le roi est le chef suprême depuis Henri VIII, s'oppose formellement au remariage de Byzanti Dizier,
Personne divorcé si leurs anciens conjoints vivent toujours. Plus grave encore, les gouvernements des dominions autonomes, Canada, Australie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, font savoir leur opposition catégorique à cette union. Ces pays, qui reconnaissent le roi britannique comme leur souverain, menacent de rompre leurs liens avec la couronne si le mariage a lieu. L'unité de l'Empire est en jeu. Édouard VIII refuse catégoriquement de céder. Le 16 novembre, il convoque Baldwin au palais de Buckingham et lui annonce formellement son intention d'épouser Wallis Simpson, que ses ministres l'approuvent ou non. Si le gouvernement s'oppose à ce mariage, il préfère abdiquer plutôt que de renoncer à la femme qu'il aime. Cette déclaration provoque une onde de choc dans les cercles politiques. Jamais un souverain britannique n'a ouvertement défié son gouvernement et menacé d'abandonner le trône. La Constitution britannique ne prévoit pas cette situation exceptionnelle. Les juristes s'interrogent sur les procédures à suivre en cas d'abdication volontaire. Baldwin tente un dernier compromis pour éviter la catastrophe. Il propose un mariage morganatique inspiré des traditions germaniques. Édouard VIII resterait roi, mais Wallis ne deviendrait pas reine. Elle porterait un titre de rang inférieur et leurs éventuels enfants ne pourraient prétendre à la succession. Cette solution permettrait de concilier l'amour du roi et les convenances dynastiques. L'idée est immédiatement soumise au gouvernement des dominions pour approbation. La consultation révèle l'ampleur de l'hostilité internationale envers Wallis Simpson. Le premier ministre canadien William Lyon Mackenzie King déclare que son pays ne peut accepter cette solution. L'Australie, dirigée par Joseph Lyons, rejette également la proposition. John Smuts, dirigeant sud-africain, refuse catégoriquement. Seul Michael Joseph Savage, premier ministre travailliste de Nouvelle-Zélande, manifeste une certaine compréhension pour la situation personnelle du roi. Mais même lui exprime des réserves sur l'acceptabilité politique de ce mariage dans son pays. L'unanimité des dominions condamne définitivement les projets matrimoniaux d'Édouard VIII. Winston Churchill, alors simple député sans portefeuille ministériel, tente courageusement de soutenir son roi. Il organise un parti du roi informel, rassemble quelques parlementaires favorables au mariage royal, lance une campagne médiatique discrète. Mais ses efforts restent marginaux face à l'hostilité générale de l'establishment politique et religieux. Pendant ces semaines cruciales d'octobre et novembre 1936, Wallis Simpson vit un cauchemar éveillé. Contrairement à la légende romantique qui présente une femme éperdument amoureuse prête à tout pour son roi, la réalité révèle une femme paniquée qui réalise enfin les conséquences catastrophiques de son ambition. Wallis comprend que devenir reine d'Angleterre implique des responsabilités terrifiantes qu'elle n'est pas préparée à assumer. Elle n'a jamais voulu provoquer une crise constitutionnelle majeure, encore moins la destruction de la monarchie britannique. Son objectif était d'obtenir une position sociale prestigieuse, pas de bouleverser l'histoire. Plus pragmatiquement, elle réalise qu'un ex-roi sans royaume présente beaucoup moins d'intérêt qu'un souverain régnant. Être l'épouse d'un duc en exil ne correspond pas à ses ambitions initiales. Elle préférerait rester la maîtresse influente d'un roi puissant, plutôt que la femme légitime d'un homme déchu. Depuis la villa Louviers dans le sud de la France, où elle s'est réfugiée pour échapper au scandale grandissant, Wallis multiplie les appels téléphoniques désespérés à Édouard VIII. Elle le supplie de ne pas abdiquer, même si cela signifie renoncer définitivement à leur mariage. Ces conversations dramatiques révèlent son état de panique croissant. « David, vous ne pouvez pas faire cela. L'Empire britannique est plus important que notre bonheur personnel, » répète-t-elle, lors de ces échanges tendus. Mais le roi reste inflexible. Sa décision est prise depuis longtemps. Il sacrifiera son trône plutôt que de perdre Wallis, que celle-ci le veuille ou non. Cette obstination révèle la nature profondément égoïste de l'amour d'Édouard VIII. Il refuse de tenir compte des souhaits de la femme qu'il prétend aimer, impose sa volonté contre l'avis de sa famille, de son gouvernement et même de sa maîtresse. Son choix relève davantage de l'obsession
que de la passion romantique. Le 2 décembre 1936, l'évêque de Bradford brise accidentellement le silence de la presse britannique. Dans un sermon prononcé devant ses fidèles, il déclare publiquement que le roi a besoin de la grâce de Dieu pour accomplir correctement son devoir royal. Cette allusion codée mais transparente déclenche une avalanche médiatique. Du jour au lendemain, les journaux britanniques révèlent ce que leurs confrères étrangers racontent depuis des mois. Les gros titres évoquent la crise du roi, analysent les implications constitutionnelles de ses projets matrimoniaux, spéculent sur une possible abdication. Le peuple britannique découvre enfin la vérité sur son souverain. La révélation provoque des réactions passionnées dans tout l'Empire. Des milliers de lettres arrivent quotidiennement à Buckingham Palace, exprimant des opinions contradictoires. Certains sujets soutiennent le droit du roi à épouser la femme de son choix. Mais la majorité rejette catégoriquement Wallis Simpson et exige qu'Édouard VIII renonce à ses projets ou abdique. Les insultes pleuvent sur la malheureuse américaine. Elle est traitée de prostituée yankee, d'aventurière sans scrupules, de profiteuse étrangère qui volent leur roi. L'opinion publique se déchaîne contre cette femme qui ose défier les traditions séculaires de la monarchie britannique. Baldwin présente alors l'ultimatum final au roi. Abandonner définitivement l'idée de ce mariage, épouser Wallis contre l'avis unanime de ses ministres et provoquer une crise constitutionnelle majeure ou abdiquer immédiatement. Édouard VIII connaît déjà sa réponse depuis des mois. Il choisit l'abdication sans la moindre hésitation. Le 10 décembre 1936, dans la bibliothèque lambrissée de Fort Belvedere, se déroule une scène qui bouleverse 1000 ans d'histoire britannique. Édouard VIII, entouré de ses 3 frères, Albert duc d'York, qui va devenir George VI, Henri duc de Gloucester et George duc de Kent, signe l'acte d'abdication le plus retentissant de l'ère moderne. Les mots de ce document historique résonnent comme un séisme politique. Moi, Édouard VIII, déclare par les présentes ma détermination irrévocable de renoncer au trône pour moi-même et pour mes descendants et mon désir que cet instrument d'abdication prenne effet immédiatement. En quelques lignes manuscrites, il détruit l'édifice monarchique que ses ancêtres ont mis des siècles à construire. Ses frères assistent à cette signature dans un silence glacial. Ils comprennent que l'irresponsabilité d'Édouard les plonge dans une situation dramatique. Albert, duc d'York, homme timide et bègue, se retrouve propulsé sur un trône qu'il n'a jamais voulu. Sa fille Élisabeth, fillette de 10 ans qui joue tranquillement dans les jardins royaux, devient soudainement l'héritière présomptive de l'Empire britannique. Le lendemain, 11 décembre, depuis la tour Augusta du château de Windsor, l'ex-roi s'adresse à l'Empire britannique dans un discours radiophonique qui entre immédiatement dans l'histoire. Sa voix, altérée par l'émotion, prononce les mots que 500 millions de sujets britanniques n'oublieront jamais. J'ai estimé impossible de porter le lourd fardeau de responsabilité et de remplir les devoirs qui m'incombent en tant que roi, sans l'aide et le secours de la femme que j'aime. Ces quelques minutes de radio changent le cours de l'histoire mondiale. L'abdication d'Édouard VIII modifie la succession dynastique britannique pour les siècles à venir. Sans cette renonciation, Élisabeth II ne serait jamais devenue reine. George VI n'aurait jamais eu à diriger son pays pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire de la monarchie britannique au XXe siècle aurait été totalement différente. Le discours terminé, Édouard quitte immédiatement l'Angleterre à bord du destroyer HMS Fury. Il emporte quelques affaires personnelles et l'amertume d'un homme qui vient de sacrifier l'empire le plus puissant du monde pour une femme qui ne voulait pas de ce sacrifice. Son exil commence par une traversée de la Manche par gros temps, métaphore parfaite de son avenir tumultueux. George VI, nouveau roi malgré lui, accorde à son frère le titre de duc de Windsor. Mais il refuse catégoriquement d'attribuer à Wallis le rang d'altesse royale auquel elle aurait droit comme épouse ducale. Cette humiliation délibérée poursuivra le couple jusqu'à la mort d'Édouard,
en 1972. Le prix de l'amour inclut l'exclusion définitive de la famille royale. Pendant que les journaux du monde entier racontent cette abdication historique, Édouard et Wallis vivent séparément dans une attente qui révèle la vraie nature de leur relation. Le duc s'installe au château d'Enzesfeld en Autriche, chez le baron Eugen de Rothschild. Wallis reste en France dans sa villa méditerranéenne, attendant que son divorce soit définitivement prononcé. Ces mois de séparation forcée montrent un couple bien différent de la légende romantique. Leur correspondance, rendue publique des décennies plus tard, révèle une femme déçue et un homme obsessionnel. Wallis écrit régulièrement à son ex-mari Ernest Simpson, se plaignant de sa situation et exprimant des regrets sur ses choix passés. Plus révélateur encore, elle surnomme Édouard Peter Pan dans ses lettres privées, comparaison cruelle qui trahit sa perception réelle de cet homme. Elle le voit comme un enfant capricieux vivant dans un monde imaginaire, incapable d'affronter les réalités de l'existence. Cette lucidité tardive arrive malheureusement trop tard pour changer quoi que ce soit. Édouard, de son côté, bombarde Wallis de lettres passionnées qui révèlent davantage une obsession maladive qu'un amour mature. Il refuse d'entendre ses doutes, minimise ses regrets, insiste sur leur bonheur futur. Cette surdité sentimentale caractérise leur relation depuis le début et explique en partie la catastrophe qui s'est abattue sur eux. L'attitude des anciens amis du couple révèle l'ampleur de leur chute sociale. Les aristocrates qui les courtisaient, quand Édouard était roi, les abandonnent brutalement après l'abdication. Lady Emerald Cunard, qui organisait des dîners somptueux en leur honneur, refuse désormais de les recevoir. Le duc et la future duchesse découvrent la versatilité de la haute société. Seuls quelques fidèles maintiennent leur amitié avec les exilés. Winston Churchill, malgré l'échec de son soutien politique, continue de correspondre avec le duc. Quelques aristocrates marginaux acceptent encore de les fréquenter, mais ces soutiens isolés ne compensent pas l'immense solitude qui s'abat sur le couple déchu. Le 3 mai 1937, le divorce de Wallis est enfin prononcé. Elle devient libre d'épouser l'homme pour lequel elle a bouleversé l'histoire britannique. Mais cette liberté tant attendue lui apporte plus d'amertume que de joie. Elle réalise que son nouveau statut d'ex-maîtresse royale l'empêchera toujours d'être acceptée dans la société respectable. Le 3 juin 1937, par un radieux après-midi de Touraine, se déroule le mariage le plus controversé du XXe siècle. Le château de Candé, somptueuse demeure Renaissance appartenant à l'industriel franco-américain Charles Bedeau, accueille cette cérémonie qui passionne le monde entier, tout en scandalise l'establishment britannique. L'absence de la famille royale britannique transforme cette union en enterrement social. Aucun membre de la dynastie Windsor n'assiste au mariage de celui qui était roi 5 mois plus tôt. Cette exclusion délibérée souligne l'ampleur de la rupture entre Édouard et sa famille. 16 invités seulement sont présents, principalement des amis français et américains. Wallis porte une robe de soie bleu Wallis, teinte spécialement créée par le couturier Minbocher pour s'harmoniser avec ses yeux. Cette couleur, devenue célèbre dans le monde entier, symbolise paradoxalement l'élégance et l'exclusion. La mariée n'a jamais été aussi belle ni aussi isolée socialement. La cérémonie, célébrée par le révérend Robert Anderson Jardine, se déroule dans une atmosphère de tristesse contenue. Ce pasteur anglican, venu spécialement d'Angleterre pour officier, sera par la suite sanctionné par sa hiérarchie pour avoir uni un couple réprouvé par l'Église. Son geste courageux lui coûtera sa carrière ecclésiastique. Les vœux échangés sonnent creux dans le salon du château. Édouard promet fidélité à une femme qui a déjà montré sa capacité de manipulation. Wallis jure amour à un homme qu'elle appelle Peter Pan en privé. Ce mariage, qui devait consacrer le plus grand amour du siècle, révèle plutôt l'union de deux solitudes incompatibles. Charles Bedeau, leur hôte, organise une réception somptueuse mais tendue. Les invités,
Gêné par la situation, multiplie les conversations superficielles pour éviter les sujets sensibles. L'atmosphère festive ne parvient pas à masquer le malaise général qui entoure cette union maudite. Le couple grave symboliquement ses signatures dans le bois de la bibliothèque. Dernier geste de cette journée mémorable. À 18h25, leur limousine quitte définitivement le domaine pour les emmener vers leur nouvelle existence d'exilés dorés. Ils ne reviendront jamais à Candé, lieu de leur triomphe apparent et de leur véritable défaite. La lune de miel en Italie marque le début d'une existence paradoxale, faite de luxe matériel et de vide existentiel. Le duc et la duchesse de Windsor s'installent dans un train de vie somptueux, financé par les revenus que George VI verse discrètement à son frère, mais leur vie n'a plus aucun sens politique ou social. Cette oisiveté dorée les rend vulnérables aux influences les plus dangereuses. En octobre 1937, Charles Bedeau leur propose un voyage en Allemagne officiellement privé, mais en réalité organisé par les autorités nazies. Ce déplacement controversé révèle l'aveuglement politique du couple et leur susceptibilité à la flatterie. Adolf Hitler, fin psychologue des faiblesses humaines, comprend immédiatement le parti qu'il peut tirer de ces aristocrates en disgrâce. Il les reçoit dans son nid d'aigle de Berchtesgaden avec tous les honneurs dus à des souverains, leur offrant la reconnaissance officielle que leur refuse obstinément leur propre famille. Les photographies de cette rencontre font scandale dans le monde entier. On y voit le duc serrer chaleureusement la main du Führer, la duchesse sourire aux dignitaires du Reich, le couple visiter complaisamment les réalisations du régime nazi. Ces images compromettantes poursuivront leur réputation jusqu'à leur mort. Les services secrets britanniques surveillent désormais étroitement leurs activités. Wallis est soupçonné d'entretenir une liaison avec Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères allemand et ancien ambassadeur à Londres. Cette relation, jamais formellement prouvée mais largement commentée, alimente les théories sur un réseau d'espionnage aristocratique. Quand la guerre éclate en septembre 1939, la situation devient critique pour la sécurité britannique. Les Allemands progressent rapidement vers Paris, où réside le couple. Les services de renseignement nazis auraient élaboré l'opération Willy pour utiliser le duc comme roi fantoche d'une Grande-Bretagne occupée. Winston Churchill, devenu Premier ministre, neutralise cette menace en nommant précipitamment le duc gouverneur des Bahamas. Ce poste décoratif mais lointain éloigne efficacement le couple des centres de décision européens. Leur exil tropical préserve la sécurité nationale britannique tout en sauvant les apparences dynastiques. Les années de guerre aux Bahamas révèlent l'inadaptation fondamentale du couple aux responsabilités réelles. Le duc se révèle un administrateur médiocre, plus intéressé par les réceptions mondaines que par la gestion coloniale. La duchesse, frustrée par cet exil tropical, multiplie les caprices et les exigences protocolaires. Cette période caraïbéenne marque l'effondrement définitif de leurs illusions. Édouard comprend qu'il ne retrouvera jamais un rôle politique significatif. Wallis réalise que son titre ducal ne lui apportera jamais la reconnaissance sociale espérée. Leur amour légendaire se transforme progressivement en cohabitation aigrie. L'après-guerre voit le couple s'installer définitivement à Paris, dans un somptueux hôtel particulier, proche du bois de Boulogne. Cette demeure, mise à leur disposition par la municipalité française, devient le théâtre d'une existence paradoxale mêlant luxe inouï et insignifiance politique absolue. Wallis se transforme en icône de mode pour compenser sa marginalisation sociale. Elle collectionne obsessionnellement les bijoux Cartier, porte exclusivement les créations des plus grands couturiers, pose régulièrement pour les magazines de mode internationaux. Cette femme jadis intelligente et ambitieuse devient une poupée de luxe. Ses seules préoccupations concernent désormais ses toilettes, ses bijoux et ses réceptions. Elle organise des dîners somptueux pour une société cosmopolite d'exilés et d'arrivistes, reconstitue artificiellement une cour d'opérette autour de son mari déchu. Cette vie factice ne trompe personne sur son véritable statut. Parallèlement, Édouard sombre dans l'alcool et la nostalgie. Cet homme qui aurait
puis moderniser la monarchie britannique, se contente de jouer au golf et de collectionner les anecdotes sur son bref règne. Sa conversation tourne obsessionnellement autour de ses 11 mois de royauté, ressassant indéfiniment les injustices subies. Leur rare visite en Angleterre se déroule dans une atmosphère glaciale soigneusement orchestrée par la famille royale. Élisabeth II, devenue reine grâce à l'abdication de son oncle, les reçoit avec une politesse distante qui souligne leur marginalisation définitive. Ces retrouvailles protocolaires blessent profondément le duc. Le couple vieillit dans l'amertume mutuelle. Leurs amis décrivent des scènes de ménage violentes où éclatent 20 ans de frustrations accumulées. Édouard reproche à Wallis d'avoir gâché sa vie royale. Elle lui répond qu'elle n'a jamais demandé qu'il abdique. Ces disputes révèlent la fausseté de leur amour légendaire. Wallis prend discrètement des amants parmi les gigolos parisiens et les aristocrates désargentés. Édouard tolère ces infidélités pourvu qu'elles restent discrètes. Leur mariage, devenu purement conventionnel, survit uniquement grâce aux apparences et aux contraintes financières. Les décennies passent sans apporter la moindre réconciliation avec la famille royale britannique. George VI, puis Élisabeth II, maintiennent inflexiblement l'exclusion du couple. Cette quarantaine dynastique, initialement justifiée par des raisons constitutionnelles, devient une tradition familiale implacable. Le 28 mai 1972, Édouard s'éteint dans son lit parisien, rongé par un cancer de la gorge aggravé par des décennies de tabagisme et d'alcoolisme. Il a 77 ans et conserve jusqu'au bout le titre de duc de Windsor que lui a accordé son frère George VI. Sa mort marque la fin d'une époque et l'effacement définitif d'un règne avorté. Élisabeth II, malgré les tensions familiales persistantes, accorde à son oncle des funérailles royales à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Cette ultime concession permet au duc d'être inhumé avec les honneurs dus à son rang de naissance, mais dans un secteur isolé du cimetière royal de Frogmore. Wallis, désormais veuve et seule, survit encore 14 années dans sa prison dorée parisienne. Elle sombre progressivement dans une sénilité qui l'isole définitivement du monde extérieur. Ces dernières années se déroulent dans un huis clos tragique entouré uniquement de domestiques et d'amis intéressés par son héritage. Sa mort le 24 avril 1986, à 89 ans, passe presque inaperçue dans l'actualité internationale. Cette femme qui a fait trembler l'Empire britannique finit ses jours comme une vieille dame aigrie, oubliée de tous. Son corps rejoint celui d'Édouard dans le cimetière de Frogmore, réunion posthume de deux solitudes incompatibles. Leur tombe, côte à côte mais significativement à l'écart du reste de la famille royale, symbolise parfaitement leur destinée commune, unie pour l'éternité, mais exclue à jamais de l'histoire officielle de la monarchie britannique. Cette séparation géographique perpétue, au-delà de la mort, leur marginalisation dynastique. L'héritage de Wallis, constitué principalement de bijoux et d'objets d'art, est vendu aux enchères publiques par ses héritiers américains. Cette dispersion mercantile de ses trésors illustre l'échec final de son ascension sociale. La femme qui rêvait de devenir reine d'Angleterre finit en lot de vente Sotheby's. L'histoire d'Édouard VIII et de Wallis Simpson dépasse largement le cadre d'une simple romance contrariée. Elle illustre parfaitement les contradictions entre désirs individuels et responsabilités collectives, entre modernité émancipatrice et tradition stabilisatrice, entre passion amoureuse et obligation dynastique. Cette abdication change irrémédiablement le cours de l'histoire britannique et mondiale. Sans la renonciation d'Édouard, Élisabeth II ne serait jamais montée sur le trône. George VI, homme timide et bègue, n'aurait jamais eu à diriger son peuple pendant la Seconde Guerre mondiale. La monarchie britannique contemporaine aurait eu un visage totalement différent. Plus profondément, cet épisode révèle les limites du pouvoir royal dans une démocratie moderne. Édouard VIII découvre brutalement qu'un roi constitutionnel ne peut imposer ses choix personnels contre l'opposition de son gouvernement et de son peuple.
Sa défaite marque la victoire définitive du parlementarisme sur l'absolutisme monarchique. L'opinion publique reste divisée sur la nature véritable de cette relation. Certains y voient le plus grand amour du XXe siècle, sacrifice héroïque d'un roi pour sa passion. D'autres dénoncent la manipulation cynique d'un homme faible par une aventurière ambitieuse. La vérité mélange probablement ces deux interprétations. Édouard VIII reste le seul souverain britannique à avoir volontairement renoncé au trône depuis la période anglo-saxonne. Cette unicité historique souligne l'exceptionnalité de son geste, qu'on l'interprète comme courageux ou irresponsable. Son choix interroge encore aujourd'hui sur la hiérarchie entre bonheur personnel et devoir collectif. Au final, cette histoire extraordinaire nous questionne sur la nature profonde de l'amour, du pouvoir et du sacrifice. Édouard VIII. A-t-il eu raison de suivre son cœur au détriment de ses responsabilités? Sa décision relevait-elle du courage ou de l'égoïsme? La réponse dépend sans doute de la conception que chacun se fait des priorités existentielles et des obligations morales.